On laisse maintenant la place au professeur Pauline Chaste qui va nous parler de l'enfant avec TSA-TDI en pédiatrie. Bonjour. Alors ça c'est le monde rêvé dans lequel on n'est pas encore, mais qui montre qu'on peut faire vraiment beaucoup de progrès dans l'accueil des enfants autistes à l'hôpital. C'est un hôpital aux États-Unis qui a aménagé un box spécialement pour les enfants autistes. Je sais pas si on peut In this room, we've created a sensory-friendly environment for our children to come into that have sensory needs. So the ER definitely does not have to be a scary place. There's a lot of sights, there's a lot of sounds, there's a lot of smells. But with the right accommodations, the right tools, and the right education from our staff here in the ER, we don't have to make it scary. Our main goal is to educate on procedures, teach coping skills to kind of get through your hospitalization. What can we do to empower these kids to make sure that, you know, these hard things are happening as smoothly as possible and they're not traumatized every time they come back to us. So when you arrive to the ER, there's going to be signage everywhere that says we are a sensory-friendly ER. You'll tell the triage nurse that your child has sensory needs and they will give you a packet that then you fill out to let us know what those needs are and how we can best modify the room to make those needs met. So what we love about this room is we've been able to make a few modifications to it. We've painted it a calming blue, we've added a light dimmer. We have these carts that have been stocked with different sensory tools so that way we can kind of modify the room to what the child needs and not to what the standard room looks like. Here in the Children's Emergency Department, we created this environment to make sure that not only just the child but the parent have the best possible experience and also receive the best care. That's what we do here at Methodist Children's Hospital. Voilà, donc ça encore une fois, je pense qu'on est loin du compte. Maintenant, c'est vrai qu'il y a très peu de services d'urgence qui ont même simplement des petits pop-up, une formation des équipes soignantes pour penser à éteindre le néon affreux qui est au plafond ou à limiter les appareils qui font du bruit s'ils ne sont pas absolument nécessaires. Et pourtant, c'est d'autant plus important qu'en situation d'urgence, bien évidemment, tout le monde est encore plus stressé qu'à l'habitude. Et je vais vous en parler tout à l'heure, l'anxiété majore les particularités sensorielles. Pardon. Voilà, donc en pédiatrie, on peut être amené à rencontrer des enfants autistes dans deux situations. Les situations de soins courants, et la présentation précédente vous a montré tout ce qui peut être proposé pour faciliter la communication dans ces situations. Mais aussi dans des situations d'agitation. Et on est régulièrement appelé aux urgences pour des enfants et adolescents avec autisme qui sont amenés par leurs parents pour leur agitation, en général pour une recrudescence des troubles du comportement. Et il peut être parfois compliqué de savoir quoi faire face à ces situations d'agitation. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les soins courants sont particulièrement intrusifs pour les enfants avec autisme. Ils ont tendance à se méfier plus que des enfants qui n'ont pas d'autisme. Et ce qui rajoute au stress, c'est qu'ils ont un manque de compréhension du contexte et la nécessité, plus que d'autres enfants, d'être rassurés, d'avoir des explications. Bien sûr, même si, évidemment, tous les enfants ont besoin d'avoir des explications. Il y a une chose qui est très importante dans les situations d'agitation, c'est qu'il n'y ait pas trop de monde dans la pièce. Ce qui est compliqué, c'est que des adolescents qui ont un autisme ont parfois quand même un surpoids, peuvent se montrer extrêmement hétéro-agressifs dans des situations d'agitation. Et on essaye de trouver un juste équilibre entre le nombre de soignants nécessaires pour faire face à cette agitation sans qu'il y ait de personnes blessées, mais aussi le nombre minimum de soignants pour ne pas majorer le stress des patients. Et donc, encore plus qu'avec n'importe quel autre patient qui peut être amené dans des urgences pour une situation d'agitation, la désescalade est extrêmement importante à tenter. Et plus on a justement de matériel à disposition, et plus on peut être efficace de ce point de vue-là, en particulier sur le plan sensoriel. Donc on doit faire extrêmement attention aux stimuli sensoriels,
choisir le matériel adéquat pour la contention si elle est absolument nécessaire. Évidemment, pas contentionner avec des draps ou voilà, n'importe quoi. Mais surtout décontentionner au plus vite. Hein, en psychiatrie, on sait qu'avec certains patients, on est obligé de maintenir la contention pendant plusieurs heures parce qu'il y a un épisode délirant, par exemple, et un rapport à la réalité perturbé qui fait qu'on ne peut pas enlever les contentions tout de suite. Avec les enfants qui ont un autisme, bien sûr, comme avec n'importe quel patient, on essaye d'utiliser au minimum les contentions, mais en plus, une fois qu'on a posé la contention, on essaye vraiment d'être extrêmement restreint dans le temps. Parfois, il suffit de 15 minutes de contention pour qu'un enfant s'apaise. Et puis ensuite, c'est vraiment important de pouvoir recentrer l'enfant sur des activités pour l'aider à s'apaiser et pouvoir justement supprimer la contention au plus vite. Donc, les signes de détresse chez l'enfant qui a un TSA, parfois, ils peuvent échapper à des soignants qui ne sont pas formés à l'autisme. Quand il y a une manifestation importante de détresse liée au stimuli sensoriel, hein, un enfant qui commence à se boucher les oreilles, par exemple, ça peut être un signe de détresse. Ça peut se manifester par le contact visuel, hein, le regard. Et en psychiatrie, c'est vrai qu'on est très habitué à évaluer le contact visuel et le regard. Ça nous donne beaucoup d'informations. La réponse à l'appel au prénom aussi, ça donne des indications, le rapport aux objets. Mais aussi, justement, ce sentiment d'intrusion et de méfiance. Hein. Si on ressent que l'enfant est très réticent à ce qu'on s'approche de lui, on perçoit le fait qu'il est particulièrement stressé. Donc, il faut réduire les stimuli sensoriels, il faut comprendre le rapport que l'enfant a au langage. Hein. Assez vite, on peut se faire une idée du niveau de langage formel, du niveau de compréhension non verbale, pour s'adresser à l'enfant à son niveau de langage. Hein. On ne va pas s'adresser à un enfant qui a un langage formel d'un niveau d'un enfant de 3 ans, par exemple, et à un enfant qui a un niveau de langage formel d'un enfant de l'âge de 8 ans, par exemple. Privilégier la communication non verbale, donc par exemple avec les pictogrammes, comme ça a été présenté précédemment, mais aussi beaucoup utiliser du matériel sensoriel comme médiation. Hein, on peut être habitué d'ailleurs aussi à le faire en consultation programmée. Quand des enfants arrivent dans un environnement qu'ils ne connaissent pas, ils peuvent être particulièrement stressés. Et avec l'expérience, on a souvent l'habitude de mettre une petite comptine qui est la comptine préférée. Hein. On demande aux parents quelle est la comptine préférée, ou proposer des pop-up, des bâtons de pluie, des boules à picot, etc. Donc, ce qui est important, c'est que quand on n'est pas forcément formé à la prise en charge des enfants avec autisme et qu'on travaille dans un service de pédiatrie, c'est important d'avoir en tête comment travailler avec les parents d'enfants qui ont un TSA. Il faut savoir quelles sont les informations à recueillir, notamment sur justement le niveau de langage, les jouets qui apaisent l'enfant, les particularités sensorielles, la relation aux prises de sang, aux soins, etc. Il faut aider le parent à rassurer son enfant lui-même. Hein, ça, c'est vrai de manière générale en pédopsychiatrie. Plutôt que d'essayer de rassurer l'enfant soi-même, il vaut mieux aider le parent à rassurer l'enfant lui-même, puisqu'il va être beaucoup plus efficace. Et puis, c'est important aussi de rassurer les parents, leur expliquant le vécu sensoriel de l'enfant et en les aidant à comprendre les réactions de détresse pour qu'ils puissent mieux y répondre. Voilà, je vais peut-être enchaîner directement sur la présentation suivante et je prendrai les questions après. Voilà, et je vais m'attarder un peu plus sur les particularités sensorielles parce que j'insiste beaucoup, hein, mais c'est vrai qu'elles représentent une des raisons majeures des difficultés d'adaptation au service de pédiatrie des enfants et adolescents, ou même adultes d'ailleurs, avec autisme. Alors, Oriane a montré tout à l'heure une vidéo qui était déjà très parlante, mais je voudrais vous montrer quand même cette vidéo.
makes me gentle. She's a different person after just 15 minutes. A different person? How can you explain that? I can't explain why the machine works, but I know it's not sexual. As Temple says, it calms her. Look, all this does is to convince me that we are not equipped to deal with Miss Grandin's needs. It makes her a better student. She's able to concentrate, to interact with others This more isn't easily. very scientific. There is no empirical I can evidence. do an experiment. I can see how it works on other people. I can measure heart rate. I think it'll work on everyone. Let's talk frankly. I'm not sure you can get anything from being at Franklin Pierce. Listen to what she's saying. She wants to do her own science experiment, something you can evaluate in her psychology course. I have a pen and a clipboard. La machine que je vous ai mise en photo juste avant, qui est une machine qu'elle a fabriquée, dans laquelle on peut être comprimé. Claustrophobic. B, constructed. C, no different. D, comfortable. E, relaxed. What was the one before last? D, comfortable. Yes, I'm quite comfortable. Okay. C, no different. A, claustrophobic. I guess I feel relaxed. Very relaxed. F for freak. Hello? Hampton Country School? I need to speak to Dr. Carla. Dr. Carla? Yes. Please hold. Miss First Grandin? off, I talked to my old teacher, Dr. Merci. Carlock, and he said I should start. Voilà, et donc je vous encourage vivement à regarder ce film d'ailleurs qui est vraiment très bien fait et qui présente la vie de Temple Grandin, qui est une chercheuse américaine qui a un trouble autistique sans déficience intellectuelle et voilà, qui est très très évocateur. Donc, je voudrais revenir sur l'organisation de la sensorialité, sur les différentes sensorialités. On distingue la sensorialité proximale, donc ça c'est uniquement au contact de l'objet, donc le tact, l'olfaction, le goût. Et puis il y a la sensorialité distale, donc qui concerne la vue et l'ouïe. Et enfin la sensorialité vestibulaire, qui donne au cerveau de l'information au sujet des mouvements du corps, de la position de la tête et de la gravité, et qui joue un rôle très très important chez les personnes qui ont un trouble du spectre autistique. Et les troubles sensoriels dans les troubles du spectre autistique, ils sont vraiment extrêmement fréquents, puisque ça concerne jusqu'à 94% des individus. Et d'ailleurs, j'insiste, en particulier chez les filles, c'est vraiment extrêmement important d'explorer cette dimension, puisqu'il y a un certain nombre de adolescentes ou jeunes femmes adultes qui peuvent se présenter pour des questions diagnostiques, qui vont présenter des difficultés de communication sociale, somme toute assez légères, une adaptation sociale, somme toute assez correcte, mais parfois des particularités sensorielles extrêmement invalidantes. Et ça arrive que ce soit vraiment le facteur principal de diminution de la qualité de vie chez ces patientes. Et on observe dans les troubles du spectre autistique des altérations précoces du traitement tactile et de la réactivité qui peuvent être prédictives de l'émergence et de la gravité des traits associés aux troubles du spectre autistique plus tard dans la vie. Donc c'est un point qui est extrêmement important aussi dans l'évaluation des tout-petits. Et donc, ça a été vraiment largement démontré, c'est l'existence de ces particularités sensorielles, avec à la fois un manque de réaction à certains stimuli sensoriels et une surréaction à d'autres stimuli sensoriels chez les enfants qui ont un trouble du spectre autistique, mais aussi la recherche de sensations chez un grand nombre d'enfants.
Et c'est clairement plus fréquent chez les enfants qui ont un trouble du spectre autistique que chez les enfants qui n'en ont pas, même si on sait que ce n'est pas spécifique des troubles du spectre autistique. Et il y a une échelle qui s'appelle l'échelle de Dunn, qui est le profil sensoriel, qui a été validée aussi chez des patients qui ont un TDAH. Et il a été montré que les patients qui ont un TDAH ont aussi des particularités sensorielles. Donc ce n'est pas spécifique, mais c'est vraiment particulièrement fréquent et prononcé dans les troubles du spectre autistique. Et donc, ça se manifeste sous différentes formes. On voit très régulièrement, quand les enfants ont un trouble autistique en général assez franc, un intérêt particulier pour ce qui tourne, par exemple. Donc, avec des enfants qui vont jouer essentiellement avec les roues des petites voitures ou regarder le tambour de la machine à laver tourner. Il y a l'hypersensibilité au bruit, qui est extrêmement classique et qui n'est pas spécifique, encore une fois, des troubles du spectre autistique. Il y a des gens dans la population générale qui ont une hypersensibilité au bruit sans pour autant présenter un trouble du spectre autistique. Et ça, c'est très important parce qu'il y a un certain nombre de parents qui se présentent pour des questions diagnostiques qui, eux, peuvent considérer que c'est spécifique. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir leur préciser que ça ne détermine pas pour autant le diagnostic. Et puis, il y a la recherche de sensations vestibulaires, raison pour laquelle on travaille beaucoup avec toutes sortes de trampolines, matelas, balancelles, etc., avec les enfants qui ont un trouble du spectre autistique. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il commence à y avoir des données aussi, qui commencent à donner des explications physiopathologiques à ces particularités sensorielles. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ce qui a été montré, c'est que l'hyperréactivité sensorielle prédit l'anxiété plus tard dans la vie chez les enfants et adultes qui ont un trouble du spectre autistique, mais aussi les symptômes psychotiques un an après. Donc c'est là aussi, quand on rencontre des jeunes enfants, que c'est important d'avoir en tête que ce n'est pas spécifique et que de plus en plus, d'ailleurs, dans les centres de diagnostic, on est confronté à des situations très complexes avec des demandes d'évaluation pour des enfants qui ont des particularités neurodéveloppementales très franches, j'ai envie de dire, mais qui pour autant ne répondent pas aux critères diagnostiques de troubles du spectre autistique. Et c'est important d'avoir en tête qu'il faut surveiller l'évolution chez ces enfants. Ce qui a été montré, c'est que le degré de la sévérité des particularités sensorielles, elle est très clairement corrélée au niveau de langage. Et plus les particularités sensorielles sont importantes, moindre est le niveau de langage. On ne peut pas dire si c'est causal. Et ce qui a été évoqué par l'équipe de l'USIDATU à la Pitié-Salpêtrière, c'est qu'il pourrait y avoir deux types de particularités sensorielles, ce qui, moi, me parle beaucoup d'ailleurs. Des particularités sensorielles liées vraiment à des aspects d'intégration sensorielle très particuliers. Et puis, je voulais parler des automutilations. Donc, dans la recherche de sensations avec les automutilations, des recherches de sensations qui sont liées à des particularités sensorielles vraiment marquées, et puis des automutilations qui pourraient être liées à justement une communication dysfonctionnelle et à un renforcement négatif des comportements quand les enfants peuvent obtenir ce qu'ils veulent, ce qu'ils essayent d'obtenir plus exactement par ces comportements dysfonctionnels. Ce qui a été montré aussi, donc, c'est que c'est plus prégnant chez les filles et les vieilles jeunes femmes, avec des particularités sensorielles, notamment l'hyperréactivité sensorielle, qui sont plus fréquents chez les patientes qui ont un diagnostic de trouble du spectre autistique que chez les garçons. Et puis, ce qui revient plus récemment, après avoir été un peu mis de côté, c'est les liens avec l'anxiété. Et ça, c'est un phénomène un peu général dans la recherche sur les troubles du spectre autistique, c'est que on essaye maintenant de corréler aussi des aspects affectifs aux aspects cognitifs. Et ce qui a été montré, c'est que les symptômes sensoriels sont corrélés à l'intolérance au changement et à l'anxiété. Mais c'est corrélé aussi
aux symptômes phobiques et à l'anxiété sociale. Donc c'est plutôt l'hyperréactivité sensorielle qui est corrélée aux symptômes phobiques et l'hyporéactivité sensorielle qui est corrélée à l'anxiété sociale. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi une relation bidirectionnelle entre l'hyperréactivité et la recherche sensorielle et les symptômes dépressifs chez des enfants qui sont non-verbaux. Et donc quand il y a une majoration des recherches sensorielles, c'est important d'explorer la question de la dépression, puisqu'on sait que des enfants qui ont un trouble du spectre autistique, et des adultes d'ailleurs, peuvent tout à fait présenter un épisode dépressif. Et c'est vraiment important de l'envisager, surtout quand il y a des ruptures de fonctionnement avec une grande recrudescence, par exemple, de troubles du comportement. Alors, les hypothèses physiopathologiques, elles portent en grande partie sur des questions de connectivité, de connexion entre les aires cérébrales, et notamment entre les réseaux sensorimoteurs, qui peut laisser penser qu'il y a une coordination réduite entre les zones cérébrales qui soutiennent le traitement tactile. C'est-à-dire que l'intégration des informations sensorielles se fait probablement plus difficilement, ce qui brouille un peu les messages et ce qui peut être ressenti comme extrêmement désagréable. Et une autre étude que j'ai trouvée vraiment très intéressante, enfin il y a eu plusieurs études maintenant, c'est des études qui montrent qu'il y aurait une variabilité de la réponse du cortex aux stimuli sensoriels. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas vraiment de différence en plus ou en moins dans la réponse du cerveau aux stimuli sensoriels, mais ce serait plus anarchique, ce qui fait que ce serait moins prédictible et de manière générale, l'être humain n'aime pas beaucoup quand les réponses ne sont pas prédictibles. Et puis, il y a les anomalies de traitement top-down. Donc ça, c'est quand on se sert des expériences acquises, des fonctions cognitives supérieures, sur le traitement des informations sensorielles. Là aussi, plus c'est prédictible, plus c'est facilement intégré par l'être humain. Et s'il y a des difficultés de traitement des informations sensorielles liées au fait que l'enregistrement des expériences antérieures se fait plus difficilement, ça pourrait participer aussi aux particularités sensorielles. Et puis, il y a aussi des hypothèses physiopathologiques sur les liens avec l'anxiété, parce que ce qui a été montré, c'est qu'il y aurait une réponse accrue aux stimuli sensoriels dans les régions sensorielles primaires, mais aussi dans les domaines liés au traitement et à la régulation des émotions. C'est-à-dire que dans des études d'imagerie, on regarde l'activation du cerveau, le fait de stimuler sur le plan sensoriel, active à la fois des aires du cerveau dont on sait qu'elles sont impliquées dans le traitement des informations sensorielles, mais aussi des aires du cerveau dont on sait qu'elles sont très clairement impliquées dans la régulation des émotions. Et notamment le système limbique, peu importe, mais en tout cas, c'est une région qui a été très, très, très largement explorée et dont on sait qu'elle est très impliquée dans les réponses affectives, la régulation des émotions. Et ce qui a été montré, c'est qu'il y a une réponse exagérée de ces régions du cerveau à des stimuli tactiles et auditifs, surtout quand c'est multimodal, d'où probablement des difficultés que les patients décrivent comme plus importantes justement dans des situations multisensorielles, dans la foule, aux urgences, dans un groupe, dès qu'il y a des informations multimodales. Et ça, ce qu'on pense, c'est que ça serait dû à un manque d'habituation, donc avec une réponse presque à chaque fois comme si c'était un nouveau stimuli qu'on ne connaît pas. Donc ça peut être, pour vous donner un exemple d'habituation, si vous êtes infirmier dans un service d'urgence, au bout d'un moment, le bruit des scopes qui font bip bip, vous allez vous habituer, ça va être comme un espèce de bruit de fond auquel vous ne portez plus attention, sauf si il s'agit de la chambre d'un patient dont vous vous occupez, etc. Alors que pour l'enfant qui est dans le box, ce qu'on imagine, c'est que le bruit de ces appareils apparaît comme éternellement nouveau et donc beaucoup plus impactant.
Et ça serait probablement lié aussi à un manque de réponse, un manque de régulation lié au cortex préfrontal, qui de manière générale est la partie du cerveau qui permet d'utiliser justement les expériences apprises pour réguler le comportement. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que il y a une étude qui a montré que la façon dont se met en place le processus d'intégration des informations tactiles prédit les comportements et les symptômes autistiques chez l'animal. C'est-à-dire que chez l'animal, on a la possibilité de suivre très rapidement dans le temps les comportements. Évidemment, ce n'est pas des modèles parfaits, hein, loin de là. Mais c'est une première indication qui montre que l'intégration des informations tactiles, la façon dont l'intégration des informations tactiles se fait bien ou pas, prédit l'apparition de traits autistiques plus tard dans la vie. Alors, la sensorialité, c'est un outil thérapeutique depuis des décennies, hein, avec des enfants qui ont un trouble du spectre autistique. Dans l'idéal, c'est vrai que c'est extraordinaire de pouvoir proposer un bilan sensorimoteur, parce que ça donne énormément d'indications concernant les pistes de travail sensoriel avec ces enfants. La difficulté avec le bilan sensorimoteur, c'est que d'abord, la formation est très coûteuse, elle est longue, elle est chronophage, mais le bilan en lui-même est très très long. Et donc en pratique, c'est quasiment impossible de le proposer à tous nos patients. Donc en général, on le fait quand justement on n'a pas d'idée préconçue, parce qu'on n'a pas suffisamment d'éléments simplement cliniques concernant les particularités sensorielles des enfants pour trouver des pistes de travail. On utilise beaucoup de matériel sensoriel, hein, en tout genre, et ce qui est vraiment extrêmement utile, c'est de travailler la comodalisation sensorielle. Donc, par exemple, de travailler avec un matériel sensoriel tactile et avec de la musique, par exemple, en arrière-fond. Et puis, faire l'expérience aussi de la sensation dans la relation. Et c'est souvent un matériel extrêmement utile pour travailler l'interaction avec les enfants. Ça peut être utilisé aussi pour travailler d'autres notions, hein, comme le schéma corporel, l'image de soi, etc. Et il y a des thérapeutes qui ont aussi modélisé le fait que le fait de travailler la sensorialité permet, dans les minutes qui suivent, de mieux travailler le reste, par exemple la communication. Hein, et donc d'arriver à un certain seuil de stimulation sensorielle pour, dans la deuxième étape de la séance, par exemple, pouvoir travailler de façon plus efficace la communication. Et j'ai terminé. Je propose qu'on commence par les questions à distance pour changer un petit peu. Alors, beaucoup de réactions suite à vos interventions, beaucoup de réactions positives sur la première vidéo de ce service d'urgence aux États-Unis, comme quoi les États-Unis peuvent encore vous faire rêver. Et finalement, on a beaucoup de questions et de remarques sur l'importance de l'adaptation de l'environnement, notamment pour éviter d'arriver à des situations de contention. Alors, il y avait eu pas mal de débats de dire que la contention, c'était très maltraitant, et d'autres personnes qui disaient que parfois ça pouvait aussi être réassurant et permettre ensuite les soins. Alors, à mon sens, la contention, c'est maltraitant si c'est pas pondéré d'abord, évidemment. Il faut avoir en tête que dans un service d'urgence comme celui de l'hôpital Necker, qui est un hôpital exclusivement pédiatrique, la contention d'enfants ou adolescents avec un trouble du spectre autistique, ça doit être à peu près 2 fois par an. Hein, donc il faut vraiment insister sur le fait que c'est très rare. Mais je pense que pour que ce soit très rare, c'est important aussi qu'il y ait la notion du fait que la désescalade est encore plus importante qu'avec d'autres patients.
et que la contention n'a pas nécessairement la même visée que chez d'autres patients. C'est-à-dire qu'il ne s'agit évidemment pas d'hétéroagressivité adressée, mais c'est parfois absolument nécessaire pour éviter d'abord que le patient se blesse lui-même, que le patient blesse des soignants, et souvent une contention très courte est suffisante. Le plus souvent, c'est suffisant. Donc, je pense que la contention, quand elle est expliquée, mesurée et surtout levée le plus rapidement possible en justement s'aidant de matériel sensoriel, c'est le moins maltraitant possible. Voilà. Après, évidemment que il serait préférable que les enfants n'atteignent pas ce degré d'agitation. Et malheureusement, c'est les situations dans lesquelles on voit arriver les parents très démunis et les enfants très agités sont souvent des situations de rupture de soins, de rupture de structure, de situations sans solution. Qui se sont détériorées au fil du temps. Donc ça, je peux que soutenir l'idée qu'on devrait éviter. Oui. Donc ce n'est pas nécessairement simplement un environnement pas adapté à l'hôpital qui surstimule d'un point de vue sensoriel qui va amener à ces situations. Non, parce que par exemple, aux urgences de l'hôpital Necker, les enfants qui ont un trouble du spectre autistique, qu'ils soient en situation d'agitation ou pas d'ailleurs, sont reçus en premier. Donc, ils n'attendent pas dans la salle d'attente. Et l'environnement n'est pas non plus celui d'une foule dans le métro. C'est en général, les situations qui mènent à des situations d'agitation importantes sont des situations dans lesquelles les enfants arrivent déjà très, très agités, très hétéroagressifs, et c'est le motif de consultation. Mais je pense qu'il faut plaider quand même sur le développement à la fois des pictogrammes comme présenté précédemment, mais aussi sur l'utilisation du matériel sensoriel et aussi sur, quelque part, la démystification de la communication avec ces enfants. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de soignants qui ne se sentent pas aptes à communiquer avec des enfants qui ont un trouble du spectre autistique parce qu'ils pensent qu'il faut absolument être très formé et avec des indications assez... simple, comme le fait d'avoir une idée de développement de langage et de s'adresser comme à un enfant qui aurait cet âge de développement, le fait d'insister sur la communication gestuelle, de se mettre à hauteur de l'enfant pour être plus compréhensible, et le fait d'expliciter ce qu'on fait. Je pense que tout soignant est en mesure de le faire, et plus il se sent à l'aise avec le fait que c'est déjà très important, et plus il va le faire. Oui, donc une adaptation de l'environnement physique, mais aussi de l'environnement humain. Voilà, exactement. Encore plus l'environnement humain, moi, je dirais. Alors, on a une question plus précise sur ces corrélations que vous avez citées entre les aspects sensoriels et d'autres aspects, notamment sur la corrélation entre la sensorialité et le langage, avec une personne qui nous demande comment le langage est affecté quand il y a une hypersensibilité. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on ne sait pas du tout si c'est causal. Et vraisemblablement qu'il s'agit plutôt d'un degré de sévérité à peu près identique entre l'altération du langage et les particularités sensorielles. Autrement dit, plus l'autisme est sévère, plus le langage va être altéré et plus les particularités sensorielles vont être importantes. Après, c'est vrai qu'on peut imaginer quand même qu'il y ait aussi un lien dans l'autre sens, et que la difficulté d'intégrer toutes les informations, puisque le langage, la communication plutôt nécessite d'intégrer les informations auditives et visuelles, et le contact visuel, cette difficulté d'intégration peut vraisemblablement avoir un impact sur le langage, mais ça n'a pas été démontré. D'accord, merci, c'est très clair. Alors, deux questions. Alors, on a appris qu'à l'hôpital Necker, on avait un accueil spécialisé aux urgences pour les enfants, qui était... Ah non, je dirais pas que c'est un accueil spécialisé. Je dirais qu'on essaye de ne pas... Adapter. On essaye de ne pas surajouter de l'anxiété aux patients qui se présentent. La difficulté. Voilà.
Et alors, nous demande si l'hôpital Necker réalise des bilans diagnostiques pour les troubles du spectre de l'autisme. Tout à fait. Après, c'est vrai que on essaye de s'en tenir aux recommandations, à savoir de privilégier les demandes complexes et on réoriente vers les PCO, enfin les PEDAP, les situations non complexes habituellement. Une dernière question pour les personnes à distance sur l'évaluation sensorielle. Donc vous avez parlé du profil de Dunn. On vous demande quel bilan sensorimoteur peut-on faire. Est-ce que c'est la même chose, c'est le profil de Dunn? Est-ce qu'il y a d'autres outils qui... Alors le bilan sensorimoteur, c'est plus complet que le profil de Dunn. Et c'est pour ça que c'est très long. Le profil de Dunn, c'est juste un questionnaire. Le bilan sensorimoteur, c'est un bilan en présentiel avec l'enfant qui nécessite un matériel spécialisé, qui est assez complexe à mettre en place d'ailleurs, puisque ça nécessite en principe une planche qui n'est pas agréée par l'hôpital. Voilà. Je ne sais pas comment ça se passe dans les structures du médico-social, mais nous, on est un peu en difficulté. Et une réponse pour les personnes à distance sur toutes les adresses des sites dont on nous parle. Je pense que tout sera disponible, les informations complémentaires, sur le site ou de la Maison de l'Autisme ou du GNCA. On vous redira. Des questions? Une question pour le médicament. Est-ce que pour les cas aigus ou urgents? Alors, la question concerne les médicaments, s'ils sont utiles pour les cas aigus ou urgents, anxiété ou agitation, ou même dépression. Alors oui, alors les antidépresseurs sont de plus en plus utilisés plutôt que des traitements sédatifs quand on a vraiment beaucoup d'éléments pour penser qu'il y a un épisode dépressif, mais ça ne peut pas être utilisé dans l'urgence, d'une part parce que ça met un certain temps à agir, et d'autre part parce que leur maniement est quand même beaucoup plus complexe chez des enfants qui ont un trouble du spectre autistique, à la fois dans l'évaluation des symptômes dépressifs et dans l'évaluation de l'efficacité et dans les risques d'effets secondaires. Néanmoins, c'est vrai que je pense que c'est positif qu'ils soient plus utilisés parce qu'ils sont moins sédatifs. Malheureusement, dans les situations d'urgence, on n'a pas tellement d'autres options que les neuroleptiques sédatifs. Mais ce qui est vrai de manière générale en pédopsychiatrie chez l'enfant, de toute façon. C'est à peu près notre seul outil médicamenteux thérapeutique aux urgences. Si je peux ajouter juste une deuxième question. Est-ce que un traitement médicamenteux peut avoir un résultat négatif sur la prise en charge d'un enfant? C'est-à-dire la communication, l'éducation, tout ce qui orthophonie, psychomotricité, etc. Est-ce que le fait qu'un enfant est sous traitement médicamenteux peut régresser de la prise en charge? Alors, je dirais que quand on est amené... Là aussi, il faut que ce soit extrêmement pondéré. Hein, et l'objectif est de privilégier toutes les méthodes non médicamenteuses pour aider les enfants à s'apaiser. Quand on en arrive à proposer un traitement médicamenteux, en général, c'est que l'enfant n'est plus du tout disponible justement pour les séances d'orthophonie, de psychomotricité, de groupe. Donc, ça, au contraire, je pense que le médicament est plutôt là pour essayer d'apaiser suffisamment l'enfant pour qu'il soit de nouveau disponible. Maintenant, il doit être réévalué très régulièrement et on doit tenter d'arrêter le médicament très régulièrement. Je pense que le problème principal de ces médicaments, c'est qu'ils peuvent être maintenus assez longtemps, même quand ils ne sont pas très efficaces, par crainte d'une recrudescence des troubles du comportement. Et c'est vrai que pour ça, les évaluations hospitalières parfois sont utiles parce que je pense qu'on s'autorise plus à tenter d'arrêter les traitements. Et d'autre part, les effets physiques,
C'est-à-dire que on voit quand même trop souvent des enfants qui ont un trouble du spectre autistique souvent assez sévère, qui ont des antipsychotiques justement pour calmer l'agitation et qui vont prendre énormément de poids. Et on rentre assez rapidement dans un cercle vicieux parce que les enfants sont de plus en plus costauds, peuvent faire de plus en plus mal quand ils sont agités, ce qui fait qu'on majore les traitements et donc on peut être assez rapidement dans un cercle vicieux. Donc c'est pas nécessairement sur les effets cognitifs. Les antipsychotiques chez les patients qui n'ont pas un trouble du spectre autistique, ce qui a été montré, c'est plutôt un effet à très 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 long terme, hein. Et c'est vrai que les antipsychotiques de nouvelle génération ont quand même beaucoup moins d'effets secondaires de ce point de vue-là. Donc, à mon sens, il faut être très mesuré du fait des effets somatiques, mais surtout être très vigilant à arrêter les médicaments qui n'apportent pas une amélioration nette. Ce que je dis toujours aux familles, et c'est vrai aussi pour la Ritaline, hein, et pas seulement chez les enfants qui ont un trouble du spectre autistique, c'est que si on n'est pas capable de dire si vraiment si les parents en fait ne sont pas en mesure de dire si le traitement est vraiment efficace, vraisemblablement, ils ne méritent pas d'être poursuivis compte tenu des risques d'effets secondaires. Après, ce qu'on voit souvent, pardon, je digresse, mais c'est des situations où l'appréciation n'est pas la même par la famille et par l'IME, par exemple, concernant l'efficacité du médicament. Et dans ces cas-là, c'est toujours important d'essayer vraiment de décortiquer ce qui fait que l'appréciation n'est pas la même. La Ritaline, souvent, est associée à la mélatonine pour le sommeil, qui est aussi perturbé. Par exemple. Merci. Bonjour, Tom Guédin, psychologue en service de soins à domicile. En reprenant les interventions de ce matin et avec le constat que les urgences sont visiblement pas le meilleur endroit possible pour traiter les urgences dans le contexte de l'autisme et d'une crise d'agitation sur causes somatiques ou autres. Comment vous considérez une intervention d'urgence à domicile? Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est mis en place dans certains services, comme ça se fait en psychiatrie par exemple parfois? Et est-ce que ce serait pertinent de le monter, de le généraliser pour gérer des crises avec parfois un besoin neuroleptique quand il faut, mais vu que le domicile peut être peut-être plus rassurant, moins anxiogène que l'hôpital, est-ce que ça existe? Est-ce que ce serait pertinent à monter et à généraliser? Merci. Alors, à mon sens, les seules équipes qui se déplacent à domicile, c'est les équipes de l'UMI. Mais ça, le docteur Cravero pourra mieux répondre que moi. Mais je ne pense pas qu'il y ait d'intervention médicamenteuse à domicile. Tout est possible, d'accord. Voilà, après, c'est vrai que ça concerne des situations assez extrêmes. Je pense que ça serait évidemment souhaitable qu'on puisse intervenir à domicile. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même la difficulté qui est liée au fait que dans un cas de crise d'agitation majeure chez un préadolescent, adolescent ou adulte avec autisme, parfois, pour ne pas être blessé, il faut quand même vraiment être nombreux. Et donc, parfois, il n'y a quand même pas d'autre solution que, par exemple, d'appeler les pompiers et d'amener aux urgences. Mais je pense que j'ai une réponse un peu à côté de ce que vous dites, c'est que je pense qu'il faut qu'on essaye en tant que psychiatre aussi de pouvoir répondre plus facilement, un peu plus rapidement par téléphone. C'est-à-dire qu'on est tous complètement saturés. Et le fait de faire attendre un mois, par exemple, une famille qui est très en difficulté avant de modifier quoi que ce soit, peut vraiment faire dégénérer une situation. Et je pense qu'un enjeu vraiment important, quelle que soit la cause, c'est d'éviter justement la détérioration des situations. Donc améliorer les soins somatiques, améliorer les soins dentaires, et pour les psychiatres, être plus souples. Et puis
à mon sens, un enjeu majeur, c'est de limiter les risques de rupture de soins ou d'absence de structure éducative. C'est vraiment un facteur majeur d'aggravation des troubles du comportement qu'on observe. Mais du coup, je répondrai peut-être cet après-midi. Alors, je ne sais pas, vous êtes là cet après-midi ? Oui, je suis là. Bon, je vous répondrai avec plaisir cet après-midi alors. Merci. Eh bien, plus de questions. Je vous propose de clore cette matinée. Merci beaucoup. Pour la pause déjeuner. On se retrouve à 13h30 pour la suite des interventions. Merci.